Bonjour et bienvenue sur Wesdome Painting Minis. Je pense qu'on se rappelle tous de la première fois où on a reçu une boîte de jeu ou la première figurine avec laquelle on est sorti d'un magasin. Pour moi, c'était en 1993, à Noël, pour HeroQuest, après avoir tanné mes parents pendant des mois pour avoir cette boîte de jeu. Ça a été ma première incursion dans l'univers de Warhammer, des guerriers du chaos et surtout de cette incroyable figurine de buveur de sang. Puis l'année suivante, ça a été Seigneur de guerre, mon premier wargame si on peut dire, et l'année suivante, la V2 de Warhammer 40 000 et mon envie de peindre des figurines. J'ai donc débuté la peinture. Sans tuto, sans guide complet, sans vidéo YouTube, et avec une gamme de peinture qui à l'époque était très limitée. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de réunir tous les conseils que j'aimerais envoyer aux moins de 12 ans qui commencent la figurine, du montage jusqu'à la peinture. Et par extension, à tous les hobbyistes qui décident de débuter la peinture et ne savent pas par où commencer. J'adore quand un ami me dit qu'il décide de sauter le pas et revient de son magasin de jeux avec sa première boîte. Une nouvelle personne dans le hobby, un nouveau pote avec qui jouer. Cette vidéo contient tous les conseils que j'aurais voulu me donner à l'époque pour bien débuter, éviter certaines erreurs et ne pas me décourager. Pour commencer, bien choisir son modèle. Que vous commenciez par une boîte de jeux comme Zombicide ou directement dans l'univers impitoyable de Warhammer 40K, je vous invite à visiter votre magasin de jeux local, discuter avec les vendeurs, regarder les boîtes et trouver quelque chose qui vous parle. Il n'y a pas un bon set pour commencer, il y a juste des miniatures qui vous donneront plus envie de vous y mettre. Si les grosses boîtes vous tentent, pourquoi ne pas l'acheter avec un ami et vous séparer les deux armées? Ça vous permettra de débuter ensemble et vous pousser à vous améliorer mutuellement. Pour cette vidéo, j'ai choisi une boîte Easy to Build de River Space Marines, 12 €, facile à assembler et avec un nombre de modèles limité. Un parfait premier projet motivant et pas trop complexe pour débuter. La première étape, s'il s'agit d'un modèle à assembler, sera bien évidemment de retirer les pièces de la grappe. Utilisez le côté plat de la pince côté figurine, laissez un peu d'espace pour ne pas abîmer la pièce. Ne coupez pas toutes les pièces de la grappe en même temps, histoire de ne pas vous mélanger par la suite, surtout si ces dernières sont numérotées. Une fois coupé, on prend sa lame de précision pour retirer proprement le reste de la tâche, et pour finir, ou si votre modèle est vendu assemblé, on va utiliser les barboires pour retirer les lignes de moulage et les dernières imperfections. C'est plus simple de réaliser cette étape tant que le modèle n'est pas assemblé. Si comme ici le modèle possède des embouts pour assemblage rapide, mon conseil est de vous en débarrasser à ce stade, afin d'éviter que les pièces s'emboîtent mal et que vous ayez des jours entre les différentes pièces. J'ai uniquement gardé celui du backpack pour pouvoir le retirer lors de l'étape de la peinture. Maintenant pour la colle, vous avez plusieurs types de colle utiles dans le hobby. La colle plastique est préférable pour ce type de modèle car elle fait fondre les pièces plastiques ensemble et donne un résultat plus propre. Elle n'est par contre pas indiquée pour coller de la résine, du métal ou des pièces déjà peintes, on lui préférera dans ce cas-là la superglue. On applique la colle plastique sans excès sur toutes les zones à coller, en évitant de s'en mettre sur les doigts et ainsi de laisser des traces de doigts dans le plastique. La colle plastique prend un peu plus de temps à sécher que la superglue, donc ne pas hésiter à utiliser une pince ou des élastiques si vous collez plusieurs modèles en même temps. Après la phase de coupage ainsi que la phase de collage, voilà à quoi ressemble notre modèle, très joli dans sa robe bleue. On va ensuite passer aux premières couches de peinture. Il est temps de sous-coucher nos modèles. J'utilise des bombes de peinture pour ça, mais vous avez des peintures de sous-couche en pot si vous ne pouvez pas utiliser de bombe chez vous. On préférera un jour chaud et ensoleillé pour cette étape, car la bombe donnera de meilleurs résultats si elle n'est pas trop froide. On secoue un bon coup avant d'appliquer, et c'est parti. Quand on applique, on le fait avec un peu de distance et par petits à-coups, pour éviter que la peinture soit trop épaisse et qu'elle sèche mal. Ensuite, une fois la couche foncée bien sèche, j'applique une bombe plus claire par le dessus à environ 45 degrés. C'est ce qu'on appelle un zénithal. Ça va nous permettre de faire ressortir tous les détails de la figurine et nous donner une bonne idée de la façon dont la lumière tombe sur le modèle. Et sur l'étape de peinture, le fait d'avoir une sous-couche plus ou moins foncée donnera un meilleur effet d'ombre qui se verra sous l'opacité de nos modèles. C'est parti pour la peinture à présent. Pour plus de facilité, avoir une poignée pour tenir la figurine est une bonne chose. Vous pouvez en trouver dans le commerce, mais un simple bouchon ou un pot de peinture avec de la pâte à fixe fera très bien l'affaire.
Concernant la peinture, il n'y a pas de meilleur choix de marque. J'ai toujours utilisé la gamme Citadel de Games Workshop, mais les produits Vallejo ou Army Painter sont tout aussi bien et se trouvent en bundle très économique. Regardez votre miniature, réfléchissez à votre projet et n'achetez que ce qui vous est vraiment nécessaire. Vous aurez le temps de grossir votre collection au fur et à mesure. Une dernière chose avant de commencer. La peinture acrylique a tendance à sécher très vite. On va utiliser une palette humide pour nos couleurs. L'avantage de la palette humide est de garder notre peinture bien fluide durant toute notre session. On en trouve à l'achat, mais la faire soi-même ne demande pas beaucoup d'efforts. Une boîte en plastique qui se ferme, du sopalin et du coton de maquillage au fond avec un peu d'eau, et un morceau de papier cuisson au-dessus, le tour à jouer. Dernière étape, la vraie, avant de pouvoir commencer, nos pinceaux. On ne va pas avoir besoin d'en utiliser des dizaines pour un modèle. Un ou deux pinceaux avec une pointe bien fine pour éviter de déborder, un pinceau avec un gros réservoir pour les lavis, et un pinceau pour les brossages à sec. Pour ce dernier, même une brosse à maquillage fera l'affaire, surtout pour des grosses pièces. On trouvera ces pinceaux à des prix très avantageux dans les magasins d'art créatif, et si j'utilise de préférence des Winsor & Newton série 7 ou du Raffaello 8404, n'importe quelle marque fera l'affaire. Testez, voyez ce qui vous plaît le plus, et restez sur vos bonnes impressions. Si vous n'êtes pas satisfait à ce stade de la définition des volumes que vous a donné le zénithal, vous pouvez réaliser un brossage à sec sur l'ensemble de la figurine avec une brosse large et une peinture blanche. Pour ce faire, trempez la pointe de votre pinceau dans la peinture, frottez-le sur un morceau de sopalin afin de ne laisser que le minimum de peinture dessus, et brossez délicatement le modèle avec. Vous verrez les anglais à raide ressortir bien mieux et trouverez plus facilement où poser vos couleurs. Je vais peindre uniquement le sergent de l'unité pour cette vidéo, mais réaliser un groupe de figurines d'une traite peut être très avantageux. Ça vous permet de garder une même couleur plus longtemps sur votre pinceau et laisser la peinture sécher en vous occupant du modèle suivant. Mon schéma de couleur est celui du chapitre controversé des Dusk Riders, mais je vous invite à choisir un schéma qui vous plaît ou un chapitre qui vous parle en termes d'histoire ou de type de jeu. L'armure est une bonne zone pour commencer la peinture, puisqu'elle recouvre l'essentiel du modèle. Dépendant de la figurine que vous peignez, ça peut être la peau, certaines robes. On va préparer sur notre palette les différents degrés d'éclaircissement qu'on voudra lui appliquer, du plus foncé au plus clair. L'avantage de la palette humide est que mélanger les couleurs se fait facilement, et si vous n'avez pas encore acheté toutes les peintures nécessaires, vous pouvez créer vous-même la nuance manquante qui restera humide tout le long du process. On peut attaquer le vif du sujet. Comme la peinture acrylique est naturellement épaisse, utiliser un pinceau humide et diluer la peinture un minimum sur la palette va nous éviter de faire des paquets et laisser des traces visibles de pinceau sur la miniature. Bien sûr, une seule couche ne sera pas suffisante et à ce stade, appliquer de fines couches sera toujours mieux que surcharger notre modèle et perdre des détails, tout en laissant bien sécher la première couche. La transparence de nos peintures va aussi faire ressortir tout l'intérêt du zénithal. Même après deux couches fines, la couche de base reste présente et passer la même quantité de couleur sur les zones noires, grises ou blanches nous permettra de donner une subtile impression d'ombrage et de nous aider à bien distinguer les différentes parties de la figurine à peindre. Lorsqu'on commence la première couche de base, il n'est pas nécessaire d'être trop propre ou précis dans l'application, les autres couleurs seront repassées dessus avec plus de soin de toute façon. Le schéma choisi a deux couleurs, on s'occupera de la principale, puis de la secondaire. Voici le résultat après une couche et après deux couches de base. La couleur suivante dont je vais m'occuper est le noir. Tout d'abord parce qu'elle me permet de bien mettre en évidence certaines zones comme les câbles et les fibres, mais parce que c'est aussi une très bonne couleur de base pour tout ce qui va être partie métallique, ainsi que le cuir, en fait toutes les zones pour lesquelles on n'a pas besoin du zénithal afin de faire ressortir un contraste. À ce stade, on va pouvoir appliquer toutes nos autres couleurs de base. On va utiliser un brun chaud pour le cuir, afin de faire un beau contraste avec le froid de l'armure, une chair plutôt claire pour la peau, un gris assez neutre pour les cheveux. On va aussi faire toutes les parties qui sont dorées, ça concerne les bordures de l'armure, ainsi qu'un beige clair au niveau du parchemin. Vous pouvez suivre un schéma préétabli par un livre d'armée, ou juste tenter des choses. Un bon moyen de progresser et de s'amuser en débutant la peinture est de faire des essais, voir ce qui fonctionne pour vous et tenter de nouvelles choses. Une fois que toutes les couches de base sont posées, et vu que nos couleurs sont encore bien fraîches sur la palette, c'est un bon moment pour faire le tour de la figurine et corriger tous les petits détails qu'on aurait pu oublier, les débordements qu'on a pu faire. En fait, c'est le dernier moment où on va vraiment pouvoir corriger les différents détails et les différentes zones, et tout simplement aussi remettre de la peinture là où on aurait pu en oublier.
À ce stade, la partie la plus fatigante et longue de notre miniature est terminée et toutes les étapes suivantes ne seront que du bonus pour rendre notre modèle plus proche d'un rendu satisfaisant. C'est aussi le dernier moment pour s'assurer que notre choix de couleur nous plaît et qu'il n'y a rien que l'on souhaiterait changer. On va à présent passer à l'étape du lavis. Si vous trouvez à ce stade que vos couleurs sont trop flashy, ne vous inquiétez pas, cette étape va nous aider à donner de la profondeur à votre modèle et harmoniser un peu les différentes parties de la figurine. Les lavis sont des peintures sombres et très diluées qui vont avoir tendance à couler dans les creux et à marquer les reliefs et les ombres. On peut les appliquer soit uniformément sur une zone, ce qui l'assombrira, soit uniquement dans les creux pour mieux définir leurs limites. Sur cette figurine, nous allons faire du lavis en creux, ce qu'on appelle aussi recess shade, sur l'armure en elle-même, et des lavis plus généreux sur les autres zones telles que les métaux, la peau ou le parchemin. Les lavis ont souvent un meilleur rendu sur des zones avec beaucoup de relief, et en mettre uniformément sur des zones plates et lisses risque de laisser des taches foncées, à moins que vous contrôliez bien l'application. Les lavis existent dans toutes les teintes, et c'est à vous de décider comment vous souhaitez faire ressortir la couleur. Des ombres froides et propres, utilisez du noir ou du bleu. Un rendu sale ou vieilli, un brun fera très bien l'affaire. Un or peut être chaud ou froid si vous utilisez un lavis rouge ou un lavis jaune. Amusez-vous avec les lavis pour voir ce qui rend le mieux pour vous. Et si un lavis est trop foncé pour vous, n'hésitez pas à le diluer afin d'obtenir une transition plus douce, soit avec de l'eau pour un rendu plus coulant, soit avec un médium afin d'avoir quelque chose de plus homogène. Réaliser le lavis est une des étapes les plus agréables d'une figurine. Ça permet en très peu de temps de donner une vraie profondeur au personnage et peut-être, si les étapes suivantes sont encore un peu compliquées pour vous, suffire à terminer votre travail sur la figurine. Le résultat sur une table de jeu sera bien assez réussi et vous pourrez peindre votre boîte de jeu ou votre armée en un rien de temps et commencer à jouer avec. Vous pouvez même laisser vos figurines en l'état et revenir dessus dans quelques temps après vous être fait la main sur les étapes d'après. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, surtout en peignant de larges zones, est de ne pas laisser la peinture faire des excès dans certains creux et créer des parties anormalement foncées. Si ça se produit, séchez votre pinceau et retirez simplement l'excès de peinture par capillarité. On va bien laisser sécher les différents lavis entre 10 minutes et un quart d'heure, dépendant des zones, et on va ensuite nettoyer la partie qu'on a fait en lavis. En effet, en appliquant le lavis essentiellement dans les creux, il est possible qu'on ait dépassé, qu'il y ait un peu trop de lavis par rapport à la zone qu'on a souhaité couvrir et que ça ne définisse pas bien le creux. Dans ce cas-là, on va reprendre notre couleur de base et la remettre sur les différentes zones qui sont mal couvertes. Notre sergent pourrait être fini à ce stade, et vous pourriez dès à présent être fier de le placer sur une table de jeu. Mais voyons comment pousser un peu plus loin nos ressources et rendre le résultat beaucoup plus attractif. La technique que nous allons voir s'appelle l'éclaircissement ou éclaircissement d'arête, highlight ou edge highlight. Il s'agit de prendre une couleur un ton plus clair que nos couleurs de base et repasser sur toutes les zones saillantes de la figurine. Pour ce faire, on utilisera un pinceau bien fin avec une pointe aussi précise que possible. La peinture quant à elle sera bien diluée et fluide afin d'éviter de recouvrir complètement la couche précédente et de garder un bon trait lisse et uniforme. Il y a deux façons d'appliquer l'éclaircissement. Si l'arête est assez saillante, comme sur le boîtier du bolter ou encore sur l'épaulière droite, on peut utiliser le côté du pinceau et suivre facilement la ligne droite. À d'autres endroits, il sera nécessaire de travailler avec la pointe du pinceau en assurant bien votre prise sur la figurine, par exemple en collant vos deux poignets l'un contre l'autre et en serrant vos coudes directement sur votre poitrine. Cette étape peut être longue et compliquée, surtout la première fois, mais le résultat final vaut vraiment la peine. Encore quelques détails à traiter, le visage pour lequel on va rééclaircir le nez, le front, l'arcade sourcilière et les pommettes, le respirateur en blanc et en vert. Pour les sections en cuir, en plus des arêtes, je vous invite à mettre aléatoirement de petits coups de pinceau depuis l'arête vers l'intérieur afin de donner un aspect plus vieilli à la matière. Ça permettra aussi de donner une texture différente à cet élément, moins lisse de la figurine. J'utilise ensuite un gris sur les cheveux et sur les sourcils. Pour conserver l'aspect brosse des cheveux, on peut réaliser de petits pointillés avec la pointe de la brosse pour donner l'impression qu'il y a des volumes, là où il n'y en a pas. Et comme la partie principale de l'armure sera la plus longue à traiter, je vous laisse profiter du travail avec un petit interlude musical.
parfois compliqué de savoir où placer l'éclaircissement sur une zone telle que le pied ou le genou. Dans ces cas, regardez simplement où le lavis a été posé et surlignez ce dernier en appuyant plus l'éclaircissement sur la partie haute de la pièce. Concernant les métaux à présent, on va les traiter de la même façon que le reste de l'armure, avec des éclaircissements en arête sur les polières, ainsi que sur le couteau. Et au niveau du métal, de la même façon, arête sur les angles et une belle ligne droite au niveau du milieu du coutelas. Si à ce stade, vous vous sentez assez confiant de votre main, il nous reste deux détails, les insignes d'escouade et les yeux. Pour le symbole sur les polières, on doit réaliser ce qu'on appelle une peinture à main levée, ce qui signifie qu'on n'utilisera pas des volumes déjà existants. On commence donc par tracer les lignes principales du motif, soit au pinceau, soit avec un feutre. On va ensuite tracer le dessin au pinceau directement, avec une couleur un peu plus sombre que la couleur finale du motif. Et ensuite, on va appliquer un éclaircissement directement sur les arêtes du motif afin de le faire ressortir correctement. Les yeux sur ce type de figurine sont ridiculement petits et il n'est vraiment pas nécessaire de les faire. Les ombrages émulent assez bien leur forme et personne ne les verra une fois sur la table. Si vous avez néanmoins assez de courage et que vous n'avez pas peur de devoir vous y reprendre à plusieurs fois, voici la marche à suivre. Commencez par réaliser un petit lavis en creux dans l'orbite. Tracez ensuite avec votre meilleur pinceau une ligne horizontale de blanc ou de crème, puis un simple point de noir. Pour le noir, afin d'éviter d'être trop bouillon, j'utilise un feutre à pointe fine plutôt qu'un pinceau. Si jamais l'œil est trop grand, terminez l'œil en remettant un trait de couleur peau claire juste sous l'œil, ou bien un trait de peau couleur foncée au-dessus. Cet œil n'est pas parfait, il est très bien pour une table de jeu et le prochain sera mieux. Vous avez osé vous lancer et c'est déjà très bien à ce stade. Notre figurine est presque finie et une fois de plus, la dernière étape est le socle. Je vous invite à revoir ma précédente vidéo pour trouver quelques idées de socles originaux. Les deux choses importantes à retenir, c'est que le socle doit contraster avec votre figurine sans être plus visible que cette dernière, et dans l'idéal, raconter une histoire. La planète monastère de mon chapitre de Space Marine est un monde ferreux, j'utilise donc des peintures texturées martiennes qui contrastent avec le froid de l'armure. De la même façon que précédemment, on utilise une spatule pour étaler la peinture texturée directement sur le socle, après quoi on va lui laisser le temps de sécher. On applique ensuite un lavis sur l'ensemble de la base. On peut se permettre de couvrir un petit peu la base des pieds. Ça permettra d'avoir un meilleur creux et un meilleur ombrage entre la base et la figurine. Laissez bien sécher la peinture texturée avant de réaliser un brossage à sec. Pour mieux fondre le modèle dans son environnement, on peut se permettre de brosser la partie basse de la figurine dans la même couleur. Donc ça correspond aux pieds, potentiellement aller jusqu'aux chevilles et bien étalé sur tout le reste de la base. Il s'agit un petit peu du repos du guerrier après s'être occupé de parties telles que les yeux ou encore les emblèmes. On va faire le cerclage de la figurine dans la même couleur que le reste de l'armée. Voilà, notre modèle est fini. Ce n'est pas la figurine la plus incroyable, mais le résultat est tout à fait satisfaisant. Et je serais fier personnellement de jouer cette figurine sur une partie de Kill Team ou de 40K. Je pense que toutes les étapes de cette vidéo sont adaptées à un débutant. Certains n'ont peut-être pas entendu parler de la palette humide ou hésitent sur le type de pinceau et le type de peinture pour telle ou telle étape. Pour ma part, j'ai choisi ce modèle tout d'abord parce qu'il s'agit d'une gamme très répandue et que, avouons-le, la plupart de nous peindront un Space Marine un jour ou l'autre, mais aussi parce qu'il permet de tester une grande variété de techniques. J'adore quand un ami m'annonce qu'il se met à la peinture, et je suis heureux de pouvoir lui conseiller de nouvelles choses et le motiver à se dépasser dans ces cas. Et c'est le but à la base de cette vidéo. Ça concerne mon ami qui se met à la peinture, ça concerne aussi le moi de 12 ans qui se met à la peinture. Si certaines techniques ou méthodes vous intéressent et que je ne les ai pas traitées dans cette vidéo,
n'hésitez pas à me contacter. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous laisse avec la galerie, portez-vous bien.